Le chien de Baskerville de Arthur Conan Doyle, partie 5. Chapitre 10. Extrait du journal du Dr Watson. Jusqu'ici, j'ai pu inclure les rapports que j'ai adressés durant ces premiers jours à Sherlock Holmes. À présent toutefois, je suis arrivé à un point de mon récit où je suis contraint d'abandonner cette méthode et de me fier une fois de plus à mes souvenirs, aidés du journal que je tenais à l'époque. Quelques extraits de ce dernier me mèneront jusqu'aux scènes dont chaque détail est gravé de façon indélébile au plus profond de ma mémoire. Je reprends donc au matin qui suivit notre poursuite avortée du forçat et nos autres aventures étranges sur la lande. 16 octobre. Journée grise et brumeuse avec une pluie fine. La maison est enveloppée de nuages mouvants qui s'élèvent de temps à autre pour laisser voir les mornes courbes de la lande, les minces veines d'argent sur les flancs des collines et les rochers lointains dont les parois mouillées renvoient la lumière qui les frappe. C'est la mélancolie à l'intérieur comme à l'extérieur. Le baronnet subit une réaction de déprime après les excitations de la nuit. Je sens moi-même un poids sur mon cœur et un sentiment de danger imminent m'oppresse, un danger omniprésent, d'autant plus terrible que je suis incapable de le définir. Et n'ai-je pas de bonnes raisons de ressentir cela ? Considérez la longue suite d'incidents qui ont tous indiqué une influence sinistre à l'œuvre autour de nous. Il y a la mort du dernier occupant du manoir, qui correspond si exactement aux conditions de la légende familiale, ainsi que les rapports répétés des paysans au sujet de l'apparition d'une créature étrange sur la lande. À 2 reprises, j'ai entendu de mes propres oreilles un son qui ressemblait aux aboiements lointains d'un chien. Il est incroyable, impossible que cela soit exempt des lois ordinaires de la nature. Un chien spectral ne laisserait pas d'empreinte matérielle et n'emplirait pas l'air de ses hurlements. Stapleton peut bien se laisser aller à une telle superstition, et Mortimer également, mais si j'ai une qualité au monde, c'est le bon sens, et rien ne me persuadera de croire à une telle chose. Y consentir serait m'abaisser au niveau de ces pauvres paysans qui ne se contentent pas d'un simple chien démoniaque et doivent absolument le décrire avec des feux de l'enfer jaillissant de sa gueule et de ses yeux. Holmes n'écouterait pas de tels contes et je suis son agent. Mais les faits sont les faits, et par 2 fois, j'ai entendu ces cris sur la lande. Admettons qu'il y a réellement un énorme chien en liberté. Cela expliquerait bien des choses. Mais où un tel chien pourrait-il se cacher ? Où trouverait-il sa nourriture ? D'où viendrait-il et comment se fait-il que personne ne le voit de jour ? Il faut avouer que l'explication naturelle offre presque autant de difficultés que l'autre. De plus, si l'on mettait de côté le chien, il y avait eu une intervention humaine à Londres, l'homme dans le fiacre et la lettre d'avertissement contre la lande. Cela au moins était réel. Mais ce pouvait être l'œuvre d'un ami protecteur aussi bien que d'un ennemi. Où se trouve à présent cet ami ou cet ennemi ? Était-il resté à Londres ou nous avait-il suivis ici ? Se pourrait-il qu'il soit l'étranger que j'ai vu sur la butte ? Il est vrai que je n'ai jeté qu'un seul regard sur lui, et pourtant il y a des choses que je suis prêt à jurer. Ce n'est personne que j'ai vu ici, et j'ai maintenant rencontré tous les voisins. La silhouette était bien plus grande que celle de Stapleton, bien plus mince que celle de Frankland. Cela aurait pu être Barrymore, mais nous l'avions laissé derrière nous, et je suis certain qu'il n'aurait pas pu nous rejoindre. Un étranger nous suit donc toujours à la trace, tout comme un étranger le faisait à Londres. Nous ne nous en sommes jamais débarrassés. Si je pouvais mettre la main sur cet homme, alors enfin nous pourrions nous trouver au terme de toutes nos difficultés. C'est à cet unique but que je dois désormais consacrer toute mon énergie. Mon premier élan fut de partager mes plans avec Sir Henry. Mon second, bien plus sage, est de jouer mon propre jeu et de parler aussi peu que possible à qui que ce soit. Ce dernier est silencieux et distrait. Ses nerfs ont été mis à rude épreuve par ce cri sur la lande. Je ne dirai rien qui ajouterait à ses inquiétudes, mais je prendrai mes propres mesures pour atteindre mon but. Nous eûmes une petite scène ce matin après le petit déjeuner. Barrymore demanda la permission de parler à Sir Henry et ils restèrent enfermés dans son bureau pendant un certain temps. Assis dans la salle de billard, j'entendis plus d'une fois des éclats de voix et j'avais une assez bonne idée du point en discussion. Au bout d'un moment, le baronnet ouvrit la porte et m'appela. « Barrymore estime qu'il a un grief, dit-il. Il pense qu'il était déloyal de notre part de traquer son beau-frère alors que lui-même, de son plein gré, nous avait confié ce secret. » Le majordome se tenait devant nous, très pâle mais très calme. « J'ai peut-être parlé avec trop de vivacité, monsieur, » reprit-il. « Et si c'est le cas, je vous prie de m'en excuser. En même temps, j'ai été très surpris d'apprendre à votre retour ce matin que vous aviez chassé Selden. Le pauvre homme a déjà assez à combattre sans que je mette d'autres personnes sur sa piste. » « Si vous nous l'aviez dit de votre plein gré, ce serait différent, » argumenta le baronnet. « Vous ne nous l'avez avoué, ou plutôt votre femme ne nous l'a avoué que lorsque cela vous a été arraché par la force et que vous ne pouviez plus faire autrement. Je ne pensais pas que vous en auriez profité, Sir Henry. Vraiment pas. Cet homme est un danger public. Il y a des maisons isolées éparpillées sur la lande, et c'est un individu qui ne reculerait devant rien. Il suffit de jeter un coup d'œil à son visage pour s'en convaincre. Regardez la maison de M. Stapleton, par exemple, avec personne d'autre que lui pour la défendre. Il n'y a de sécurité pour personne tant qu'il ne sera pas sous les verrous.
Il n'entrera dans aucune maison, monsieur, je vous en donne ma parole solennelle. Et il ne troublera plus jamais personne dans ce pays. Je vous assure, Sir Henry, que dans très peu de jours, les arrangements nécessaires auront été pris et qu'il sera en route pour l'Amérique du Sud. Pour l'amour de Dieu, monsieur, je vous supplie de ne pas prévenir la police qu'il est encore sur la lande. Ils ont abandonné les recherches ici, et il peut rester tranquille jusqu'à ce que le navire soit prêt pour lui. Vous ne pouvez pas le dénoncer sans nous attirer des ennuis à ma femme et à moi. Je vous en supplie, monsieur, ne parlez pas à la police. Qu'en dites-vous, Watson? Je haussai les épaules. S'il quitte le pays en toute sécurité, cela soulagerait le contribuable d'un fardeau. Mais qu'en est-il du risque qu'il attaque quelqu'un avant de partir? Il ne ferait rien d'aussi insensé, monsieur. Nous lui avons fourni tout ce dont il peut avoir besoin. Commettre un crime reviendrait à montrer où il se cache. C'est vrai, concéda Sir Henry. Eh bien, Barrymore, Dieu vous bénisse, monsieur, et merci de tout cœur. Cela aurait tué ma pauvre femme s'il avait été repris. J'imagine que nous nous rendons complices d'un crime, Watson. Mais après ce que nous avons entendu, je n'ai pas le sentiment de pouvoir livrer cet homme, alors n'en parlons plus. C'est convenu, Barrymore, vous pouvez disposer. Avec quelques mots de gratitude entrecoupés, l'homme se tourna, mais il hésita, puis revint sur ses pas. Vous avez été si bon pour nous, monsieur, que je voudrais faire de mon mieux pour vous en retour. Je sais quelque chose, Sir Henry, et j'aurais peut-être dû le dire plus tôt, mais ce n'est que longtemps après l'enquête que je l'ai découvert. Je n'en ai jamais soufflé mot à âme qui vive jusqu'ici. C'est au sujet de la mort du pauvre Sir Charles. Le baronnet et moi fûmes immédiatement debout. Savez-vous comment il est mort? Non, monsieur, je ne le sais pas. Quoi alors? Je sais pourquoi il était à la grille à cette heure-là. C'était pour rencontrer une femme. Pour rencontrer une femme? Lui? Oui, monsieur. Et le nom de cette femme? Je ne saurais vous dire son nom, monsieur, mais je peux vous donner les initiales. Ces initiales étaient L.L. Comment le savez-vous, Barrymore? Eh bien, Sir Henry, votre oncle a reçu une lettre ce matin-là. Il recevait d'ordinaire beaucoup de courriers, car c'était un homme public et bien connu pour son bon cœur. Par conséquent, tous ceux qui étaient dans l'embarras étaient heureux de s'adresser à lui. Mais ce matin-là, par hasard, il n'y avait que cette seule lettre, si bien que j'y ai fait plus attention. Elle venait de Combe Tracy, et l'adresse était écrite d'une main de femme. Et alors? Eh bien, monsieur, je n'y ai plus pensé, et je n'y aurais jamais repensé sans ma femme. Il y a quelques semaines à peine, elle nettoyait le bureau de Sir Charles, il n'avait pas été touché depuis sa mort, et elle a trouvé les cendres d'une lettre brûlée au fond de la grille du foyer. La plus grande partie était réduite en miettes, mais un petit morceau, le bas d'une page, tenait encore ensemble, et l'écriture pouvait être encore lue, bien qu'elle fût grise sur fond noir. Cela nous a semblé être un post-scriptum à la fin de la lettre qui disait « Je vous en prie, puisque vous êtes un gentleman, brûlez cette lettre et soyez à la grille à 10 heures. » En dessous étaient signées les initiales LL. Avez-vous conservé ce fragment? Non, monsieur, il est tombé en poussière dès que nous l'avons déplacé. Sir Charles avait-il reçu d'autres lettres de la même écriture? Eh bien, monsieur, je ne faisais pas particulièrement attention à son courrier. Je n'aurais pas remarqué celle-là si elle n'était arrivée seule. Et vous n'avez aucune idée de qui est cette LL? Non, monsieur, pas plus que vous. Mais je suppose que si nous pouvions mettre la main sur cette dame, nous en saurions plus sur la mort de Sir Charles. Je ne comprends pas, Barrymore, comment vous avez pu dissimuler une information aussi importante. Eh bien, monsieur, c'est immédiatement après que nos propres ennuis nous sont tombés dessus. Et puis, monsieur, nous aimions beaucoup Sir Charles tous les deux, ce qui était bien naturel vu tout ce qu'il a fait pour nous. Déterrer cela ne pouvait pas aider notre pauvre maître, et il vaut mieux être prudent quand il y a une dame en jeu. Même les meilleurs d'entre nous... Vous pensiez que cela pourrait nuire à sa réputation? Eh bien, monsieur, je pensais qu'il n'en sortirait rien de bon. Mais maintenant, vous avez été généreux envers nous, et j'ai l'impression que ce serait mal vous remercier que de ne pas vous dire tout ce que je sais sur le sujet. Très bien, Barrymore, vous pouvez vous retirer. Quand le majordome nous eut quittés, Sir Henry se tourna vers moi. Eh bien, Watson, que pensez-vous de cette nouvelle lumière? Elle semble laisser l'obscurité encore plus noire qu'auparavant. C'est aussi mon avis, mais si nous parvenons seulement à retrouver LL, cela devrait éclaircir toute l'affaire. Nous avons au moins gagné cela. Nous savons que quelqu'un détient les faits, si seulement nous pouvons la trouver. Que pensez-vous que nous devrions faire? Prévenir Holmes immédiatement. Cela lui donnera l'indice qu'il cherchait. Je me trompe fort si cela ne le fait pas venir ici. Je montai aussitôt dans ma chambre et rédigeai mon rapport pour Holmes sur la conversation du matin. Il m'était évident qu'il avait été très occupé ces derniers temps, parce que les notes que je recevais de Baker Street étaient rares et courtes. Elles ne contenaient aucun commentaire sur les informations que je fournissais, et presque aucune référence à ma mission. Sans doute son affaire de chantage absorbait-elle toutes ses facultés. Et pourtant, ce nouveau facteur devrait sûrement attirer son attention et renouveler son intérêt. Je voudrais qu'il soit là. 17 octobre. Toute la journée, la pluie n'a cessé de tomber, crépitant sur le lierre et dégoulinant des corniches. Je pensais au forçat, là-bas, sur la lande désolée, froide et sans abri.
Pauvre homme, quels que soient ses crimes, il a subi de quoi les expier. Et puis je pensais à cet autre. Le visage dans le fiacre, la silhouette contre la lune. Était-il lui aussi sous ce déluge? Le surveillant invisible, l'homme des ténèbres? Le soir, je mis mon imperméable et je marchai loin sur la lande détrempée, plein de sombres pensées, la pluie battant mon visage et le vent sifflant à mes oreilles. Que Dieu aide ceux qui s'égarent dans le grand bourbier maintenant, car même les hautes terres fermes deviennent un marécage. Je retrouvai ce tertre rocheux sur lequel j'avais vu le guetteur solitaire, et de son sommet escarpé, je contemplai les collines mélancoliques. Des rafales de pluie balayaient leurs flancs roussâtres et les lourds nuages couleur d'ardoise pendaient bas sur le paysage, traînant en écharpe grise sur les flancs des collines fantastiques. Dans le creux lointain, sur la gauche, à demi cachés par la brume, les 2 minces tours de Baskerville Hall s'élevaient au-dessus des arbres. C'étaient les seuls signes de vie humaine que je pouvais percevoir, à l'exception de ces huttes préhistoriques qui parsemaient les pentes des collines. Nulle part il n'y avait trace de cet homme solitaire que j'avais vu en ce même endroit 2 nuits auparavant. En revenant, je fus rattrapé par le docteur Mortimer qui conduisait sa voiture sur une piste de lande accidentée venant de la ferme isolée de Fulmire. Il s'était montré très attentionné envers nous, et il ne se passe guère de jours sans qu'il vienne au manoir pour voir comment nous allons. Il insista pour que je monte dans sa voiture et me ramena vers la maison. Je le trouvai fort troublé par la disparition de son petit épagneul. Il s'était égaré sur la lande et n'était jamais revenu. Je le consolai comme je le pus, mais je pensais au poney du bourbier de Grimpen, et je ne crois pas qu'il reverra son petit chien. « À propos, Mortimer, dis-je, alors que nous cahotions sur la route rude. Je suppose qu'il y a peu de gens vivant à une distance raisonnable d'ici que vous ne connaissiez pas. Presque aucun, je pense. Pouvez-vous, alors, me dire le nom d'une femme dont les initiales seraient L.L. » Il réfléchit quelques minutes. « Non, il y a quelques gitans et des ouvriers pour lesquels je ne peux pas répondre, mais parmi les fermiers ou la bourgeoisie, il n'y a personne qui porte ces initiales. »« Attendez un peu, pourtant, » ajouta-t-il après une pause. « Il y a Laura Lyons, ses initiales sont L.L., mais elle vit à Coombe Tracy. »« Qui est-elle » demandai-je. « C'est la fille de Frankland. »« Quoi ? Le vieux Frankland, l'original ?» ?»« Précisément. Elle a épousé un artiste nommé Lyons qui était venu faire des croquis sur la lande. Il s'est avéré être une canaille et l'a abandonnée. Le tort, d'après ce que j'ai entendu, n'était peut-être pas entièrement d'un seul côté. Son père a refusé d'avoir quoi que ce soit à faire avec elle parce qu'elle s'était mariée sans son consentement, et peut-être aussi pour une ou 2 autres raisons. Ainsi, entre le vieux pêcheur et le jeune, la fille a passé un assez mauvais moment. De quoi vit-elle ? J'imagine que le vieux Frankland lui verse une pension de misère, mais ce ne peut être davantage, car ses propres affaires sont considérablement embrouillées. Quoi qu'elle ait pu mériter, on ne pouvait pas la laisser sombrer sans espoir. Son histoire s'est sue, et plusieurs personnes d'ici ont fait quelque chose pour lui permettre de gagner honnêtement sa vie. Stapleton l'a aidé, tout comme Sir Charles. J'ai moi-même donné une petite somme. C'était pour l'aider à monter une affaire de dactylographie. Il voulut connaître l'objet de mes questions, mais je réussis à satisfaire sa curiosité sans lui en dire trop, car il n'y a aucune raison que nous mettions qui que ce soit dans la confidence. Demain matin, je me rendrai à Coombe Tracy, et si je peux voir cette madame Laura Lyons à la réputation douteuse, un grand pas aura été fait pour éclaircir l'un des incidents de cette chaîne de mystères. Je développe certainement la sagesse du serpent, car lorsque Mortimer a poussé ses questions jusqu'à un point embarrassant, je lui ai nonchalamment demandé à quel type appartenait le crâne de Frankland, et je n'ai plus entendu parler que de craniologie pour le reste du trajet. Je n'ai pas vécu des années avec Sherlock Holmes pour rien. Je n'ai qu'un seul autre incident à rapporter en cette mélancolique journée de tempête. C'est ma conversation avec Barrymore à l'instant qui me donne une autre carte maîtresse que je pourrais jouer en temps voulu. Mortimer était resté à dîner, et lui et le baronnet jouèrent ensuite à l'écarté. Le majordome m'apporta mon café dans la bibliothèque, et j'en profitai pour lui poser quelques questions. « Eh bien, m'enquis-je, votre cher parent est-il parti ou rôde-t-il encore là-bas ?»« Je ne sais pas, monsieur. Je prie le ciel pour qu'il soit parti, car il ne nous a apporté que des ennuis. Je n'ai plus entendu parler de lui depuis que je lui ai déposé de la nourriture la dernière fois, il y a 3 jours. »« L'avez-vous vu à ce moment-là ?»« Non, monsieur. Mais la nourriture avait disparu quand je suis repassé à cet endroit. »« Alors il était certainement là. »« On pourrait le croire, monsieur, à moins que ce ne soit l'autre homme qui l'ait prise. » Je restai la tasse de café à mi-chemin de mes lèvres et regardai Barrymore fixement. « Vous savez qu'il y a un autre homme ?»« Oui, monsieur, il y a un autre homme sur la lande. »« L'avez-vous vu ?»« Non, monsieur. »« Comment le savez-vous alors ?»« Selden m'a parlé de lui, monsieur, il y a 1 semaine ou plus. L'homme se cache également, mais je n'ai pas l'impression que c'est un détenu. »
Je n'aime pas ça, docteur Watson. Je vous le dis franchement, je n'aime pas ça. Il parlait avec une passion et un sérieux soudain. Écoutez-moi, Barrymore, je n'ai d'autre intérêt dans cette affaire que celui de votre maître. Je ne suis venu ici que pour l'aider. Dites-moi franchement ce qui vous déplaît. Barrymore hésita un instant, comme s'il regrettait son emportement ou qu'il trouvait difficile de mettre des mots sur ses sentiments. « Ce sont toutes ces histoires, monsieur !» s'écria-t-il enfin, désignant d'un geste la fenêtre fouettée par la pluie qui faisait face à la lande. « Il y a quelque chose de louche là-dessous, et une noire scélératesse conspire, j'en jurerai. Je serais bien content, monsieur, de voir Sir Henry reprendre le chemin de Londres. Mais qu'est-ce qui vous alarme ainsi ? Prenez la mort de Sir Charles, c'était déjà assez inquiétant, quoi qu'en ait dit le coroner. Prenez ces bruits, sur la lande, la nuit. Il n'y a pas un homme qui la traverserait après le coucher du soleil pour tout l'or du monde. Prenez cet étranger qui se cache, là-bas, qui guette et qui attend. Qu'attend-il ? Qu'est-ce que cela signifie ? Cela ne présage rien de bon pour quiconque porte le nom de Baskerville, et je serai bien soulagé de quitter tout cela le jour où les nouveaux domestiques de Sir Henry seront prêts à reprendre le manoir. Mais à propos de cet étranger, repris-je, pouvez-vous me dire quoi que ce soit sur lui ? Qu'a raconté Selden ? A-t-il découvert où il se cache ou ce qu'il trame ? Il l'a vu une ou deux fois, mais c'est un fin matois, et il ne laisse rien paraître. Au début, il a cru qu'il était de la police, mais il a vite compris qu'il travaillait pour son propre compte. C'était une sorte de gentilhomme, d'après ce qu'il a pu voir, mais ce qu'il fabriquait, il n'a pas pu le deviner. Et où a-t-il dit qu'il vivait ? Parmi les vieilles habitations sur le flanc de la colline, les huttes de pierre où vivaient les anciens autrefois. Mais pour sa nourriture, Selden a découvert qu'un jeune garçon travaille pour lui et lui apporte tout ce dont il a besoin. J'imagine qu'il va à Coombe Tracey pour ce qu'il lui faut. Très bien, Barrymore. Nous en reparlerons une autre fois. Quand le majordome fut parti, je m'approchai de la fenêtre sombre et regardai à travers une vitre brouillée les nuages chassés par le vent et la silhouette tourmentée des arbres secoués. La nuit est sauvage à l'intérieur. Que doit-elle être dans une hutte de pierre sur la lande ? Quelle haine ardente peut pousser un homme à se terrer dans un tel endroit par un temps pareil ? Et quel but profond et sérieux peut-il poursuivre pour s'imposer une telle épreuve ? Là, dans cette hutte sur la lande, semble résider le centre même de ce problème qui m'a tant tourmenté. Je jure qu'une autre journée ne s'écoulera pas avant que j'aie tout mis en œuvre pour atteindre le cœur du mystère. Chapitre 11. L'homme sur le tertre. L'extrait de mon journal intime, qui constitue le chapitre précédent, a mené mon récit jusqu'au 18 octobre, époque où ces événements étranges commencèrent à se précipiter vers leur terrible conclusion. Les incidents des jours suivants sont gravés de façon indélébile dans ma mémoire, et je peux les raconter sans me référer aux notes prises à l'époque. Je repars donc du lendemain du jour où j'avais établi deux faits d'une grande importance. D'une part, que Madame Laura Lyons de Coombe Tracey avait écrit à Sir Charles Baskerville et lui avait donné rendez-vous à l'endroit même et à l'heure précise où il avait trouvé la mort. D'autre part, que l'homme qui se cachait sur la lande devait se trouver parmi les huttes de pierre sur le flanc de la colline. Ces deux faits en ma possession, je sentais que mon intelligence ou mon courage ferait défaut si je ne parvenais pas à jeter davantage de lumière sur ces zones d'ombre. Je n'eus pas l'occasion de parler au baronnet de ce que j'avais appris sur Madame Lyons le soir précédent. Je n'eus pas l'occasion de parler au baronnet de ce que j'avais appris sur Madame Lyons le soir précédent, car le docteur Mortimer resta à jouer aux cartes avec lui jusqu'à fort tard. Au petit déjeuner, cependant, je l'informai de ma découverte et lui demandai s'il souhaitait m'accompagner à Coombe Tracey. Au début, il fut très désireux de venir, mais à la réflexion, il nous sembla à tous deux que si j'y allais seul, les résultats pourraient être meilleurs. Plus la visite serait formelle, moins nous risquerions d'obtenir d'informations. Je laissai donc Sir Henry derrière moi, non sans quelques remords de conscience, et partis pour ma nouvelle quête. En arrivant à Coombe Tracey, je demandai à Perkins de s'occuper des chevaux, et je m'enquis de la dame que j'étais venu interroger. Je n'eus aucun mal à trouver son appartement, central et bien aménagé. Une domestique m'introduisit sans cérémonie, et, comme j'entrai dans le salon, une dame assise devant une machine à écrire Remington se leva avec un sourire d'accueil agréable. Son visage s'assombrit toutefois lorsqu'elle vit que j'étais un étranger. Elle se rassit et me demanda l'objet de ma visite. La première impression laissée par Madame Lyons était celle d'une beauté extrême. Ses yeux et ses cheveux avaient la même riche nuance noisette et ses joues, bien que parsemées de taches de rousseur, étaient animées de l'éclat exquis des brunes. Ce rose délicat qui se cache au cœur d'une rose jaune de soufre. L'admiration fut, je le répète, la première impression. Mais la seconde fut la critique. Il y avait quelque chose de subtilement faux dans ce visage, une certaine vulgarité d'expression, une dureté dans le regard peut-être, ou un relâchement de la lèvre qui gâchait sa perfection.
Ces réflexions me vinrent, bien sûr, après coup. Sur le moment, j'avais simplement conscience d'être en présence d'une très belle femme qui m'interrogeait sur les raisons de ma venue. Je n'avais pas tout à fait réalisé jusque-là combien ma mission était délicate. J'ai le plaisir, commençai-je, de connaître votre père. C'était une introduction maladroite, et la dame me le fit sentir. Il n'y a rien de commun entre mon père et moi, affirma-t-elle. Je ne lui dois rien, et ses amis ne sont pas les miens. Sans feu Sir Charles Baskerville et quelques autres cœurs charitables, j'aurais pu mourir de faim sans que mon père s'en souciât le moins du monde. C'est justement au sujet de Sir Charles Baskerville que je suis venu vous voir. Les taches de rousseur s'accentuèrent sur le visage de la dame. « Que puis-je vous dire sur lui » demanda-t-elle, ses doigts jouant nerveusement avec les touches de sa machine. « Vous le connaissiez, n'est-ce pas ? Je vous ai déjà dit que je devais beaucoup à sa bonté. Si je suis capable de subvenir à mes besoins, c'est en grande partie grâce à l'intérêt qu'il portait à ma malheureuse situation. Avez-vous entretenu une correspondance avec lui ?» La dame leva brusquement les yeux, une lueur de colère au fond de ses prunelles noisettes. « Quel est le but de ces questions » demanda-t-elle brusquement. « Le but est d'éviter un scandale public. Il vaut mieux que je vous les pose ici, plutôt que l'affaire ne nous échappe. » Elle garda le silence, le visage très pâle. Enfin, elle releva la tête avec un air de défi téméraire. « Eh bien, je vais répondre, » dit-elle. « Quelles sont vos questions ? Correspondiez-vous avec Sir Charles ? Je lui ai certainement écrit une fois ou deux pour le remercier de sa délicatesse et de sa générosité. Avez-vous les dates de ces lettres ? Non. L'avez-vous déjà rencontré ? Oui, une ou deux fois lorsqu'il venait à Combe Tracy. C'était un homme très réservé qui préférait faire le bien en secret. Mais si vous le voyiez si rarement et lui écriviez si peu, comment en savait-il assez sur vos affaires pour vous aider comme il l'a fait ? Elle répondit à mon objection avec une grande promptitude. Plusieurs gentilshommes connaissaient ma triste histoire et s'étaient unis pour m'aider. L'un d'eux était M. Stapleton, un voisin et ami intime de Sir Charles. Il a été extrêmement bon, et c'est par lui que Sir Charles a appris ma situation. Je savais déjà que Sir Charles Baskerville avait fait de Stapleton son intermédiaire charitable en plusieurs occasions, de sorte que la déclaration de la dame portait l'empreinte de la vérité. « Et avez-vous jamais écrit à Sir Charles pour lui demander un rendez-vous » continuai-je. Madame Lyons rougit de nouveau de colère. « Vraiment, monsieur, c'est une question fort extraordinaire. » « J'en suis désolé, madame, mais je dois la répéter. » Alors je réponds « Certainement pas. » « Pas même le jour de sa mort ?» La rougeur disparut en un instant, laissant place à une pâleur cadavérique. Ses lèvres sèches ne purent articuler le « nom » que je devinais plus que je ne l'entendis. « Votre mémoire vous trompe sûrement, » repris-je. « Je pourrais même citer un passage de votre lettre. Je vous en prie, puisque vous êtes un gentleman, brûlez cette lettre et soyez à la grille à 10 heures. » Je crus qu'elle allait s'évanouir, mais elle se reprit par un effort suprême. « N'y a-t-il donc plus de gentilhomme » haleta-t-elle. « Vous faites injure à Sir Charles. Il a bien mis la lettre au feu. Mais parfois, une lettre peut être lisible, même après avoir été brûlée. Avouez-vous, maintenant, que vous l'avez écrite ?»« Oui, je l'ai écrite !» s'écria-t-elle, déversant son âme en un torrent de paroles. « Je l'ai écrite ! Pourquoi le nierais-je ? Je n'en ai pas honte ! Je voulais qu'il m'aide. Je pensais qu'une entrevue me permettrait d'obtenir son secours, alors je lui ai demandé de me rencontrer. Mais pourquoi à une telle heure ? Parce que je venais d'apprendre qu'il partait pour Londres le lendemain et qu'il pourrait être absent pendant des mois. Il y avait des raisons pour lesquelles je ne pouvais pas m'y rendre plus tôt. Mais pourquoi un rendez-vous dans le jardin au lieu d'une visite à la maison ? Pensez-vous qu'une femme puisse se rendre seule à cette heure-là chez un célibataire ? Eh bien, que s'est-il passé quand vous y êtes arrivé ? Je n'y suis jamais allée. Madame Lyons, je vous le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré, je n'y suis jamais allée. Un imprévu m'en a empêché. Et quel était cet imprévu ? C'est une question privée, je ne peux pas le dire. Vous admettez donc avoir pris rendez-vous avec Sir Charles à l'heure même et à l'endroit précis où il a trouvé la mort, mais vous niez avoir honoré ce rendez-vous ? C'est la vérité. J'eus beau la presser de questions, je ne pus en tirer davantage. Madame Lyons, annonçai-je en me levant au terme de cet entretien long et peu concluant. Vous prenez une lourde responsabilité et vous vous placez dans une position très délicate en ne disant pas toute la vérité. Si je dois faire appel à la police, vous verrez à quel point vous êtes compromise. Si vous êtes innocente, pourquoi avoir d'abord nié avoir écrit à Sir Charles à cette date ? Parce que je craignais que l'on en tire de fausses conclusions et que je ne me retrouve mêlée à un scandale. Et pourquoi étiez-vous si pressante pour que Sir Charles détruise votre lettre ? Si vous avez lu la lettre, vous le savez. Je n'ai pas dit que j'avais lu toute la lettre. Vous en avez cité une partie. J'ai cité le post-scriptum. La lettre avait été brûlée, comme je vous l'ai dit, et n'était pas entièrement lisible.
Je vous demande encore une fois pourquoi vous insistiez tant pour qu'il détruise cette lettre, reçue le jour de sa mort. C'est une affaire très personnelle. Raison de plus pour éviter une enquête publique. Je vais vous le dire, alors. Si vous connaissez mon malheureux passé, vous savez que j'ai fait un mariage imprudent, que j'ai des raisons de regretter. On me l'a dit. Ma vie n'est qu'une incessante persécution de la part d'un mari que j'abhorre. La loi est de son côté, et chaque jour je crains qu'il ne me force à vivre avec lui. Au moment où j'ai écrit à Sir Charles, j'avais appris que j'avais une chance de recouvrer ma liberté si certains frais pouvaient être couverts. Cela représentait tout pour moi. La paix de l'esprit, le bonheur, le respect de soi. Je connaissais la générosité de Sir Charles, et je pensais que s'il entendait l'histoire de mes propres lèvres, il m'aiderait. Pourquoi donc n'y êtes-vous pas allé ? Parce qu'entre-temps, j'ai reçu de l'aide d'une autre source. Pourquoi n'avoir pas écrit à Sir Charles pour le lui expliquer ? C'est ce que j'aurais fait si je n'avais pas appris sa mort dans le journal le lendemain matin. Le récit de cette femme tenait debout, et aucune de mes questions ne parvint à l'ébranler. Je ne pouvais le vérifier qu'en cherchant si elle avait effectivement entamé une procédure de divorce vers l'époque de la tragédie. Il était peu probable qu'elle ose affirmer qu'elle n'était pas allée au manoir si elle s'y était réellement rendue, car il lui aurait fallu une voiture, et elle n'aurait pu rentrer à Coombe Tracy qu'au petit matin. Une telle excursion ne pouvait rester secrète, il était donc probable qu'elle disait la vérité, ou du moins une partie. Je repartis déconcerté et découragé. Une fois de plus, je me heurtais à ce mur aveugle qui semblait barrer chaque chemin par lequel je tentais d'atteindre le but de ma mission. Et pourtant, plus je repensais au visage et aux manières de cette dame, plus je sentais qu'on me cachait quelque chose. Pourquoi avait-elle pâli ainsi ? Pourquoi luttait-elle contre chaque aveu jusqu'à ce qu'il soit forcé ? Pourquoi avoir gardé le silence au moment de la tragédie ? L'explication ne pouvait sûrement pas être aussi innocente qu'elle voulait me le faire croire. Pour le moment, je ne pouvais aller plus loin dans cette direction, et je devais me tourner vers cet autre indice à chercher parmi les huttes de pierre sur la lande. Et c'était une direction bien vague. Je m'en rendis compte en rentrant. Chaque colline portait les traces de ce peuple ancien. La seule indication de Barrymore était que l'étranger vivait dans l'une de ces huttes abandonnées, et il y en a des centaines dispersées sur toute la lande. Mais j'avais ma propre expérience pour guide, puisqu'elle m'avait montré l'homme lui-même au sommet du tertre noir. Ce serait donc le centre de mes recherches. De là, j'explorerai chaque hutte jusqu'à tomber sur la bonne. Si cet homme s'y trouvait, j'apprendrais de sa propre bouche, sous la menace de mon revolver si nécessaire, qui il était et pourquoi il nous suivait depuis si longtemps. Il avait pu nous échapper dans la foule de Regent Street, mais ce serait plus difficile sur cette lande déserte. D'un autre côté, si je trouvais la hutte et que son occupant n'y était pas, je devais y rester, aussi longue que soit la veille, jusqu'à son retour. Holmes l'avait manqué à Londres. Ce serait un véritable triomphe pour moi si je pouvais le débusquer là où mon maître avait échoué. Maintes et maintes fois, la chance nous avait été contraire dans cette enquête, mais voilà qu'enfin elle venait à mon aide. Et le messager de la fortune ne fut autre que M. Frankland, qui se tenait, les favoris gris et le visage rubicond, devant la grille de son jardin, laquelle ouvrait sur la grande route que je parcourais. « Bonjour, docteur Watson !» s'écria-t-il avec une bonne humeur inhabituelle. « Vous devez absolument laisser vos chevaux se reposer, entrez boire un verre de vin et me féliciter. » Mes sentiments envers lui étaient loin d'être amicaux, après ce que j'avais appris de sa conduite envers sa fille, mais j'étais désireux de renvoyer Perkins et la voiture à la maison, et l'occasion était belle. Je descendis et envoyai un message à Sir Henry pour dire que je rentrerais à pied pour le dîner. Puis je suivis Frankland dans sa salle à manger. « C'est un grand jour pour moi, monsieur. Un de ces jours à marquer d'une pierre blanche dans ma vie, » s'écria-t-il avec force ricanement. « J'ai réussi un coup double. Je vais leur apprendre, dans ce pays, que la loi est la loi, et qu'il y a ici un homme qui ne craint pas de l'invoquer. J'ai établi un droit de passage en plein centre du parc du vieux Middleton, juste en travers, monsieur, à moins de 100 mètres de sa propre porte d'entrée. Qu'en dites-vous ? Nous apprendrons à ces maniaques qu'ils ne peuvent pas bafouer les droits des citoyens, que le diable les emporte. Et j'ai fait fermer le bois où les gens de Fenworthy avaient l'habitude de pique-niquer. Ces gens infernaux semblent croire qu'il n'y a pas de droit de propriété et qu'ils peuvent s'agglutiner où ils veulent avec leurs papiers et leurs bouteilles. 2 verdicts rendus, docteur Watson, et les 2 en ma faveur. Je n'ai pas eu une telle journée depuis que j'ai poursuivi Sir John Morland pour violation de propriété parce qu'il chassait dans sa propre garenne. Comment diable avez-vous fait cela ? Cherchez dans les annales, monsieur. La lecture en est instructive. Frankland contre Morland, cours du banc de la reine. Cela m'a coûté 200 livres, mais j'ai obtenu gain de cause. Cela vous a-t-il rapporté quelque chose ? Rien, monsieur, rien. Je suis fier de dire que je n'avais aucun intérêt personnel dans l'affaire. J'agis entièrement par sens du devoir public. Je ne doute pas, par exemple, que les gens de Fenworthy me brûleront en effigie ce soir. J'ai dit à la police, la dernière fois qu'ils l'ont fait, qu'ils devraient faire cesser ces spectacles honteux. La police du comté est dans un état scandaleux, monsieur, et elle ne m'a pas accordé la protection à laquelle j'ai droit.
L'affaire Frankland contre Regina attirera l'attention du public sur le sujet. Je leur avais dit qu'ils auraient l'occasion de regretter leur comportement envers moi, et déjà mes paroles se sont réalisées. « Comment cela ?» demandai-je. Le vieil homme prit un air très entendu. « Parce que je pourrais leur dire ce qu'ils meurent d'envie de savoir, mais rien ne m'incitera à aider ces drôles d'aucune façon. » J'étais en train de chercher un prétexte pour échapper à son bavardage, mais j'eus soudain le désir d'en entendre davantage. Je connaissais trop bien le caractère contradictoire du vieux pêcheur pour ne pas comprendre que toute marque d'intérêt trop vive serait le plus sûr moyen de couper court à ses confidences. « Quelque affaire de braconnage, sans doute ?» dis-je d'un ton indifférent. « Ha ha, mon garçon, une affaire bien plus importante que cela. Et le forçat de la lande. » Je le regardai fixement. « Vous ne voulez pas dire que vous savez où il se trouve ?» Je ne connais peut-être pas son emplacement exact, mais je suis certain que je pourrais aider la police à lui mettre la main dessus. Ne vous est-il jamais venu à l'esprit que le moyen d'attraper cet homme était de découvrir d'où venait sa nourriture, et ainsi de remonter jusqu'à lui? Il semblait se rapprocher dangereusement de la vérité. Sans doute, dis-je, mais comment savez-vous qu'il est quelque part sur la lande? Je le sais, parce que j'ai vu de mes propres yeux le messager qui lui apporte sa nourriture. Mon cœur se serra pour Barrymore. Il était grave d'être à la merci de ce vieux fouineur malveillant. Mais sa remarque suivante m'ôta un poids de l'esprit. Vous serez surpris d'apprendre que sa nourriture lui est apportée par un enfant. Je le vois tous les jours avec mon télescope sur le toit. Il passe par le même sentier, à la même heure, et vers qui irait-il, sinon vers le détenu? Quelle chance inouïe! Et pourtant, je réprimai toute apparence d'intérêt. Un enfant? Barrymore aussi avait dit que notre inconnu était ravitaillé par un jeune garçon. C'était sur sa piste à lui, et non sur celle du forçat, que Frankland était tombé. Si je pouvais obtenir ces informations, cela m'épargnerait une longue et pénible recherche. Mais l'incrédulité et l'indifférence étaient manifestement mes meilleures cartes. Oh, je dirais qu'il est bien plus probable que ce soit le fils d'un des bergers de la lande apportant son dîner à son père. La moindre marque de désaccord faisait jaillir des étincelles chez ce vieil autocrate. Ses yeux me lancèrent des regards malveillants, et ses favoris gris se hérissèrent comme ceux d'un chat en colère. « Vraiment, monsieur !» s'écria-t-il, désignant la lande immense. « Voyez-vous ce tertre noir, là-bas? Apercevez-vous la colline basse derrière, avec ce buisson d'épines? C'est l'endroit le plus rocailleux de toute la lande. Est-ce un endroit où un berger choisirait de s'installer? Votre suggestion, monsieur, est tout à fait absurde. » Je répondis humblement que j'avais parlé sans connaître tous les faits. Ma soumission lui plut et l'incita à d'autres confidences. Soyez certain, monsieur, que des bases solides appuient mon opinion. J'ai vu le garçon maintes et maintes fois avec son paquet. Chaque jour, et parfois 2 fois par jour, j'ai pu. Mais attendez un instant, docteur Watson. Mes yeux m'abusent-ils ou y a-t-il en ce moment même quelque chose qui se déplace sur ce flanc de colline? C'était à plusieurs milles, mais je pouvais nettement distinguer un petit point sombre se détachant sur le vert et le gris terne. « Venez, monsieur, venez !» s'écria Frankland en se précipitant à l'étage. « Vous verrez de vos propres yeux et vous jugerez par vous-même. » Le télescope, un instrument imposant monté sur un trépied, se trouvait sur le toit plat de la maison. Frankland y colla son œil et poussa un cri de satisfaction. « Vite, docteur Watson, vite avant qu'il ne passe derrière la colline !» Il était bien là, en effet, un petit gamin avec un paquet sur l'épaule, gravissant lentement la colline. Lorsqu'il atteignit la crête, je vis sa silhouette dépenaillée et maladroite se découper un instant sur le ciel bleu froid. Il regarda autour de lui, d'un air furtif et méfiant, comme celui qui craint d'être suivi. Puis il disparut de l'autre côté. « Eh bien, ai-je raison ?» Certainement, il y a là un garçon qui semble avoir quelque mission secrète. « Et quelle est cette mission? Même un garde champêtre pourrait le deviner. Mais ils n'en sauront pas un mot par moi. Et je vous lie au secret, docteur Watson, pas un mot, comprenez-vous? Comme vous voudrez. Ils m'ont traité honteusement, honteusement. Quand les faits seront révélés dans Frankland contre Regina, j'ose croire qu'un frisson d'indignation parcourra le pays. Rien ne m'induira à aider la police. Vu leur peu d'intérêt, cela aurait pu être moi, au lieu de mon effigie que ces drôles ont brûlée sur le bûcher. Mais vous ne partez pas déjà? Vous allez m'aider à vider cette carafe en l'honneur de ce grand jour. Mais je résistai à toutes ces sollicitations et réussis à le dissuader de son intention annoncée de me raccompagner. Je restai sur la route tant que son regard fut fixé sur moi, puis je bifurquai à travers la lande vers la colline rocailleuse derrière laquelle le garçon avait disparu. Tout travaillait en ma faveur, et je jurai que ce ne serait pas par manque d'énergie ou de persévérance que je manquerais la chance que la fortune avait placée sur mon chemin.
Le soleil déclinait déjà quand j'atteignis le sommet de la colline et les longues pentes au-dessous de moi étaient toutes vert doré d'un côté et d'un gris flou de l'autre. Une brume flottait au loin sur l'horizon, d'où émergeaient les formes fantastiques de Believer et du Vixen Thor. Sur l'immense étendue, aucun son, aucun mouvement. Un grand oiseau gris, goéland ou courlis, planait haut dans le ciel bleu. Lui et moi semblions être les seuls êtres vivants entre l'immense voûte céleste et le désert à nos pieds. Ce décor aride, le sentiment de solitude, le mystère et l'urgence de ma tâche, tout cela me glaça le cœur. Le garçon était invisible, mais au-dessous de moi, dans un pli des collines, se trouvait un cercle de vieilles huttes de pierre, et au milieu d'elles, l'une conservait assez de toit pour servir d'abri contre les intempéries. Mon cœur bondit en la voyant. Ce devait être le terrier où se cachait l'étranger. Enfin, mon pied touchait le seuil de sa tanière. Son secret était à ma portée. À l'approche de la hutte, je me mis à marcher avec autant de précaution que Stapleton lorsqu'il s'approche, filet tendu, d'un papillon posé, puis je m'assurai que l'endroit avait bien servi d'habitation. Un vague sentier parmi les rochers menait à l'ouverture délabrée qui servait de porte. Tout était silencieux à l'intérieur. L'inconnu pouvait s'y cacher ou rôder sur la lande. Mes nerfs vibraient de l'excitation de l'aventure. Jetant ma cigarette, je serrai la crosse de mon revolver dans ma poche et, m'avançant rapidement vers la porte, je regardai à l'intérieur. L'endroit était vide, mais les signes que je n'avais pas fait fausse route ne manquaient pas. C'était bien là que vivait l'homme. Quelques couvertures roulées dans un imperméable gisaient sur la dalle de pierre même où l'homme du néolithique avait autrefois dormi. Les cendres d'un feu étaient amoncelées dans un foyer rudimentaire. À côté se trouvaient quelques ustensiles de cuisine et un seau à moitié plein d'eau. Un amas de boîtes de conserve vides montrait que l'endroit était occupé depuis un certain temps, et je vis, à mesure que mes yeux s'habituaient à la lumière tamisée, une gamelle et une bouteille de spiritueux à moitié pleine dans un coin. Au milieu de la hutte, une pierre plate servait de table, et sur celle-ci se trouvait un petit paquet de tissu. Le même, sans doute, que celui que j'avais vu au télescope sur l'épaule du garçon. Il contenait une miche de pain, une langue en conserve et 2 boîtes de pêche au sirop. Après l'avoir examiné, je m'apprêtais à le reposer quand mon cœur bondit. Je n'avais jusqu'alors pas vu une feuille de papier couverte d'écriture disposée au-dessous. Je la ramassai et voici ce que j'y lus, griffonné grossièrement au crayon. Le docteur Watson s'est rendu à Combe Tracy. Pendant 1 minute, je restai là, le papier à la main, réfléchissant au sens de ce message lapidaire. C'était donc moi et non Sir Henry qui était filé par cet homme mystérieux. Il ne m'avait pas suivi lui-même, mais il avait mis un agent, le garçon peut-être, sur ma piste, et c'était son rapport. Il était possible que chaque pas que j'avais fait sur la lande ait été observé et rapporté. Je ressentais sans cesse cette force invisible, ce filet subtil tendu autour de nous avec une habileté infinie, nous tenant si légèrement qu'on ne réalisait qu'au dernier moment que l'on était bel et bien pris dans ses mailles. S'il y avait un rapport, il pouvait y en avoir d'autres, aussi fouillai-je la hutte à leur recherche. Il n'y avait toutefois aucune trace de quoi que ce soit de ce genre, et je ne pus découvrir aucun indice indiquant le caractère ou les intentions de l'homme qui vivait dans ce lieu singulier, si ce n'est qu'il devait avoir des habitudes spartiates et peu se soucier du confort. Quand je repensais aux fortes pluies et que je regardais le toit béant, je comprenais combien devait être forte et immuable la volonté qu'il avait retenue dans cette demeure inhospitalière. Était-il notre ennemi malveillant ou, par hasard, notre ange gardien ? Je jurai de ne pas quitter la hutte avant de le savoir. Dehors, le soleil baissait et l'ouest flambait d'écarlate et d'or. Son reflet se réfléchissait en taches rousses sur les mares lointaines du grand bourbier de Grimpen. Là se trouvaient les 2 tours de Baskerville Hall et là-bas, une traînée de fumée marquait le village de Grimpen. Entre les deux, derrière la colline, se trouvait la maison des Stapleton. Tout était doux, serein et paisible dans la lumière dorée du soir. Pourtant, en les regardant, mon âme ne partageait rien de la paix de la nature, mais frémissait devant le vague et l'effroi de cette rencontre que chaque instant rapprochait. Les nerfs à vif mais la volonté ferme, je m'assis dans un renfoncement sombre de la hutte et attendis, avec une patience maussade, le retour de son occupant. Et enfin, je l'entendis. Au loin retentit le claquement sec d'une botte frappant une pierre, puis un autre, et encore un autre, de plus en plus près. Je me recroquevillai dans le coin le plus sombre et armai le pistolet dans ma poche, résolu à ne pas me découvrir avant d'avoir pu apercevoir l'étranger. Il y eut une longue pause qui indiqua qu'il s'était arrêté. Puis, à nouveau, les pas s'approchèrent et une ombre tomba sur l'entrée de la hutte. « C'est une soirée charmante, mon cher Watson, » lança une voix que je connaissais bien. « Je pense vraiment que vous seriez plus à votre aise dehors qu'à l'intérieur. » Fin de la partie 5.